Est-ce que vous m'entendez bien? On m'entend bien, c'est parfait. Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur nos perspectives économiques et de marché. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous qui est maintenant devenu, depuis plus d'une année, un rendez-vous trimestriel habituel. Je suis accompagné aujourd'hui, comme toujours, de notre responsable des investissements, notre Chief Investment Officer, Daniel Varela. Bonjour Daniel. Bonjour Ali, bonjour à vous tous qui nous faites le plaisir de vous être connectés aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, chez Piggy Galant, notre métier, c'est mettre votre patrimoine en harmonie avec vos projets de vie. Ça passe bien sûr par un conseil patrimonial global, par des solutions de financement et puis enfin par des solutions d'investissement qui sont l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Je rappelle pour ceux qui participent pour la première fois que vous pouvez poser vos questions directement à travers la plateforme. On tâchera d'y répondre à la fin de la présentation avec Daniel. Et puis, sans plus attendre, on va passer directement à la première question pour toi, Daniel. Cette économie mondiale, est-ce que la reprise est vraiment durable ou est-ce que c'est un feu de paille ou un soufflé, on pourrait dire? Où est-ce qu'on en est au niveau de cette reprise? Et puis, où est-ce qu'on en est, j'espère un jour ne plus poser cette question-là, où est-ce qu'on en est au niveau de la pandémie? Alors tout d'abord, c'est vrai que cette reprise économique mondiale, elle est solide et elle va probablement s'installer sur la durée. Et pour répondre effectivement à la question qui concerne la crise sanitaire, je pense qu'on peut dire que le monde est gentiment en train de tourner la page de cette crise sanitaire. Alors bien entendu, il reste toujours la menace qu'un jour ou l'autre, on ait à faire face à un variant pour lequel les vaccins ne seraient pas efficaces. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que ces vaccins sont efficaces pour tous les variants, y compris le fameux variant Delta qui est apparu récemment. Donc, toutes les études montrent, les études scientifiques, que les vaccins, en tout cas ceux à ARN messager, sont extrêmement efficaces. Donc, à aujourd'hui, ces variants-là ne sont pas en mesure de faire dérailler cette reprise économique mondiale. Et ce qui compte, c'est que effectivement la campagne de vaccination se poursuit dans le monde. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle des pays développés, on a déjà une grande partie de la population qui est immunisée. Et ce qui veut dire que effectivement, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, on le voit aussi, en Europe, on tourne gentiment effectivement la page de la crise du Covid. Certains pays ont un peu de retard, on le voit sur ce graphique. Le Japon, la Chine a commencé un petit peu plus tardivement aussi à vacciner. Et puis, donc, certains pays émergents, on va dire des pays un peu plus pauvres, c'est vrai que c'est des pays qui auront tendance à être vaccinés, à être immunisés beaucoup plus tard. Mais donc, cette reprise économique, elle est bien là, elle est solide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est passée par-dessus cette crise sanitaire. Ce qui est important, c'est de mentionner que cette reprise économique, elle a surpris. Elle a surpris par sa rapidité et par son ampleur, par sa vigueur. C'est vrai que les autorités ont fait ce qu'il faut, on va dire, pour rassurer les agences économiques, pour rassurer les investisseurs, bien entendu, que nous sommes, mais pour rassurer surtout les agences économiques, notamment les entreprises. Oui. Et on voit sur ce graphique, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point, par rapport, si on se compare à la crise précédente, celle de 2008, de voir à quel point la foi en l'avenir des entreprises est revenue très rapidement. Et on voit que donc les investissements sont repartis très rapidement. Et pour que les entreprises investissent, il faut effectivement qu'il y ait cette foi en l'avenir. On voit que la période de doute en l'avenir a été extrêmement courte et le redémarrage porté justement par ces investissements qui ont été faits par les entreprises, il a été très rapide et de manière extrêmement importante. Ce que l'on constate, c'est que, donc je parlais effectivement d'une reprise économique très solide, on le voit assez bien sur ce graphique, on a la récession de 2020 qui a été relativement profonde, mais relativement courte, et on voit à quel point l'économie redémarre extrêmement rapidement. Donc au deuxième trimestre de cette année, que l'on vient de terminer aux États-Unis, la croissance, le rebond de la croissance est quasiment décoiffant, on peut le dire, donc plus de 10% en rythme annualisé de croissance, c'est assez rare. Bien entendu, c'est souvent en sortie de récession ou en sortie de crise qu'on peut observer ce niveau de croissance.
forcément, c'est intenable. C'est des niveaux de croissance qui ne peuvent pas durer, en tout cas pas dans les pays développés. Et on va observer un certain tassement du rythme de la croissance aux États-Unis ces prochains trimestres. Donc le pic de la croissance a déjà été atteint, on va dire, en termes de rapidité de la reprise. Mais on observe effectivement que par rapport aux prévisions de croissance de ces prochains trimestres, ça reste une croissance extrêmement solide. On devrait s'orienter progressivement en direction de 6% d'ici à la fin de l'année aux États-Unis, et puis probablement vers 5% l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut voir que, un peu à l'image de l'épidémie, cette reprise évolue un petit peu sous la forme d'une vague. Donc, elle a débuté en Chine en fin d'année dernière. Ensuite, ça a concerné les États-Unis et probablement que le plus fort de la reprise économique se fera sentir en Europe durant le deuxième semestre de cette année. Et sans doute un peu plus tard dans les pays émergents, dans les pays un peu plus pauvres. On a beaucoup parlé de l'effet de restockage, hein. On a vidé les stocks en partie. Aujourd'hui, il y a cette surabondance maintenant de production et cette confiance qui est importante. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des stocks des entreprises et puis au niveau du stock de cash aussi des ménages? On a beaucoup parlé de cette épargne forcée, hein, qui a été faite. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors effectivement, la force de cette reprise, je pense qu'elle a pris tout le monde par surprise, et notamment les entreprises qui n'avaient pas forcément tablé sur le fait qu'il fallait garder des stocks importants pour faire face au retour de la demande. On constate assez bien sur ces graphiques-là, ça concerne les États-Unis, mais on observe plus ou moins les mêmes tendances à l'échelle planétaire, et bien qu'on a des inventaires qui sont très bas par rapport au redémarrage de la demande. On le voit sur le graphique de droite, c'est les stocks par rapport aux ventes, au chiffre d'affaires dans le commerce de détail. On voit qu'on est extrêmement bas. À l'échelle historique, depuis 2001, on n'a jamais été aussi bas. Et à gauche, c'est les stocks, les inventaires de voitures neuves aux États-Unis, là aussi. Et on voit que si on remonte au début des années 90, on a rarement eu des stocks aussi bas pour faire face à un redémarrage de la demande de voitures. Donc ça, c'est quelque chose qui, bien entendu, en termes de restockage, va aussi porter la croissance, la reprise économique ces prochains mois, parce que les entreprises mettent les bouchées doubles pour faire face effectivement à ce retour de la demande. Et le retour de la demande, il est très fort. Il se matérialise tout simplement parce que c'est vrai que durant la crise, les consommateurs, les ménages, un peu partout dans les pays développés, peut-être un peu moins dans les pays pauvres où le filet social n'est pas aussi bon que dans les pays développés. Dans les pays développés, c'est vrai que comme les ménages n'ont pas pu consommer autant qu'ils ont l'habitude de faire, eh bien, les ménages ont constitué un bas de laine relativement important. On voit sur ce graphique aux États-Unis par rapport à la situation de fin 2019, avant l'éclatement de la crise sanitaire, on a un taux d'épargne qui est 13% plus élevé. En Europe, le taux d'épargne, le supplément de taux d'épargne est un peu plus bas. On voit que dans certains pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, c'est un taux d'épargne, un supplément d'épargne qui est de l'ordre de 8-9% plus élevé qu'à la fin de l'année 2019. Forcément, c'est quelque chose, c'est une épargne qui est destinée à être dépensée probablement sur les prochains mois, mais également sur les prochaines années. On ne table pas sur le fait que les ménages dépensent toute cette épargne en 2 ou 3 mois. C'est quelque chose qui va s'étaler sur la durée et ça va bien entendu soutenir la croissance. Il va y avoir une sorte de prise de relais après la forte croissance qui a été menée au début par le secteur manufacturier, par des phénomènes de restockage. Et bien là, bien entendu, la consommation privée va prendre le relais et va porter la croissance ces prochains mois. Et c'est quelque chose qui va beaucoup concerner le domaine des services. C'est vrai que tout simplement, durant les confinements, on n'a pas beaucoup pu dépenser d'argent dans tout ce qui était services, notamment les loisirs, le tourisme, les voyages. Et ça, on sent qu'il y a une volonté de la part des consommateurs de renouer avec la vie d'avant et de repartir en vacances, de s'adonner à des loisirs, bien entendu. Et il suffit de regarder ici ce graphique assez intéressant puisqu'il mesure en fait le nombre de connexions à des sites de réservation en ligne et on voit à quel point, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ces connexions repartent de plus belle. Donc, il y a une volonté, effectivement, de dépenser ce bas de laine. Donc, la reprise économique à laquelle on fait face, qui est devant nous,
elle est plus durable que feu de paille ou soufflé qui risque de retomber. Du coup, ça amène une autre question, cette fameuse inflation dont on parle depuis, on va dire facilement, depuis la crise de 2008. Hein. Assez rapidement, on a dit, oulala, avec des niveaux de taux aussi bas, on va forcément avoir de l'inflation. Là, on a de l'épargne accumulée en plus par-dessus. On a des taux qui, même si on bougeait, sont toujours à des niveaux qui sont bas, voire négatifs encore dans différentes monnaies. Et du coup, est-ce que c'est le prochain risque à surveiller? Est-ce que ce serait l'inflation? Est-ce que c'est de là que viendraient les prochains changements? Où est-ce qu'on en est au niveau de l'inflation? Alors, clairement, si on écarte effectivement l'apparition d'un nouveau variant qui échapperait à la protection des vaccins, et pour l'instant, bien entendu, c'est un scénario qui n'est pas notre scénario central, pour nous, le principal risque qui pèse sur les marchés financiers, c'est un retour plus fort que prévu sur l'inflation. D'accord. Et c'est vrai que on le voit, cette inflation commence à avoir un impact. Elle commence à s'infiltrer dans l'économie. On le voit assez bien donc sur ce graphique-là. On a observé assez rapidement un fort rebond au niveau des cours des matières premières. On a observé également des goulets d'étranglement, un allongement des délais de livraison. Et ça, c'est clairement quelque chose qui provoque des pressions inflationnistes, en tout cas en amont de la chaîne de transmission des prix. On le voit ici au niveau des prix manufacturiers, donc les prix des producteurs de biens. Le trait rouge montre que les prix qui sont payés par les producteurs ont pris l'ascenseur. C'est les cours des matériaux de base qui sont nettement plus chers qu'il y a quelques mois. On constate effectivement que en sortie des prix de production, donc les producteurs, face à ces prix qui augmentent en début de chaîne, ils ont tendance à essayer de répercuter sur l'échelon suivant cette hausse des coûts auxquels ils font face. Donc c'est un signe assez habituel d'une pression inflationniste qui commence à s'infiltrer dans la chaîne de transmission des prix et qui peuvent potentiellement atteindre le consommateur final, et c'est ce qu'il faudra suivre ces prochains mois. On constate effectivement qu'il y a un certain nombre de domaines où effectivement on mesure clairement cette inflation. On le voyait au niveau des prix des producteurs, mais on sait qu'on importe énormément de biens en provenance de Chine. On voit à quel point sur le graphique de gauche, le prix du transport maritime a pris l'ascenseur de manière extrêmement forte. Donc les prix pour déplacer un conteneur qui exporte des biens depuis la Chine en direction de l'Europe, il a été multiplié par 5 et c'est quelque chose qui n'avait pas été observé depuis quasiment une dizaine d'années. Et donc forcément, ça aussi, c'est quelque chose qui va commencer à se faire sentir sur le portefeuille, sur le porte-monnaie du consommateur. Et le graphique de droite est assez parlant aussi, c'est le prix des denrées alimentaires. Et là, c'est quelque chose qui est assez étonnant parce que c'est pas qu'on a arrêté de manger pendant la crise sanitaire. Au contraire, on a quasiment fait que ça, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'on voit que, en sortie de crise, même dans le domaine des denrées alimentaires, il y a une inflation qui est en train de se matérialiser. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va se faire sentir assez rapidement sur le porte-monnaie du consommateur. Alors, parlant des porte-monnaies, justement, l'impact sur le salaire, hein, vu qu'on parle, si on parle d'inflation et on parle de reprise, il y a également un impact sur les salaires. L'impact sur le porte-monnaie des consommateurs, il se traduit comment? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est important à suivre parce que on sait que dans toutes les situations où l'inflation a eu tendance à déraper, on a besoin que s'installe une sorte de spirale négative auto-entretenue de hausse de prix et de hausse de salaire, à savoir que les prix montent. Lorsque l'économie va bien et qu'on est en plein emploi, les salariés assez rapidement demandent des hausses de salaire et quand ils obtiennent des hausses de salaire, eh bien généralement ils vont dépenser plus et donc ils vont entretenir cette hausse des prix et hausse de salaire. Donc potentiellement c'est ça qu'il faudra surveiller et qu'il faudra éviter. Et on voit qu'aux États-Unis, effectivement, il y a quelques mesures qui indiquent que les salaires sont en train de repartir à la hausse. Pas toutes, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller, mais effectivement, on le voit ici au niveau des coûts unitaires du travail, c'est le trait en pointillé rouge, c'est en train de monter. Alors, je pense que là, maintenant, c'est vrai que c'est important de mentionner qu'il faut nuancer le risque inflationniste selon les pays. En Europe et au Japon, on n'est pas trop inquiet par rapport à un retour de l'inflation. Tout simplement parce que en Europe, encore plus au Japon, c'est des pays qui font face à des pressions désinflationnistes depuis 10, 20, voire 30 ans dans le cas du Japon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
les mentalités, l'état d'esprit, les réflexes des différents agences économiques sont plutôt orientés sur la baisse des prix, des pressions des inflationnistes, pas une pression inflationniste. Pourquoi ça change, ce réflexe des inflationnistes? On le mesure assez bien, par exemple, si on prend l'hypothèse d'un directeur d'achat auprès d'une société Oui, manufacturière, oui. eh bien, ce directeur d'achat doit acheter des matériaux de base qui seront ensuite manufacturés pour produire des biens. Quand on est dans un contexte de baisse des prix, ce directeur d'achat, si d'une semaine à l'autre, le prix des matériaux a tendance à monter, son réflexe, ça va être on attend quelque temps avant d'acheter, on attend que les prix rebaissent. Dans un contexte inflationniste, là, les réflexes sont tout différents. Ce directeur d'achat, il aura tendance à se précipiter pour acheter le prix on va dire le matériau dont les prix montent avant que ça ne monte plus fort. Donc, on voit dans quelle mesure ces réflexes sont très différents dans un contexte désinflationniste plutôt que dans un contexte inflationniste. L'Europe et le Japon, jusqu'à preuve du contraire, on est plutôt dans un contexte désinflationniste avec des réflexes appropriés qui semblent écarter qu'on ait la possibilité d'un dérapage assez fort de l'inflation dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Le cas est un petit peu différent aux États-Unis, où les États-Unis sont un pays qui n'ont pas vraiment connu de désinflation, voire même de déflation sur les 20-30 dernières années. Là, les réflexes sont plutôt orientés sur un mode inflationniste, donc une répercussion assez rapide de hausse de tarifs sur le consommateur final. D'accord. Alors forcément, on doit se poser la question, est-ce que l'inflation c'est forcément mauvais? Pas toujours. Et c'est vrai que dans un monde un peu trop endetté, on va dire. Peut-être que le trop est en trop, mais on peut dire qu'effectivement, l'endettement a plutôt connu une phase ascendante sur les dernières années. Et ça, on l'a souvent commenté dans nos webinaires précédents. C'est vrai qu'un peu d'inflation, ça peut faire du bien. Ça peut alléger le fardeau de la dette. Dans la mesure où il ne serait pas accompagné, cette inflation ne serait pas accompagnée par une hausse trop forte des taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui potentiellement est visé par les autorités, peut-être visé par les banques centrales, laisser filer un petit peu l'inflation, tout en la maîtrisant un petit peu, pour effectivement alléger le fardeau de la dette qui a eu plutôt tendance à augmenter avec la crise sanitaire de l'année dernière. Du coup, les banques centrales, dans ce contexte-là, inflation, dette à gérer, qu'est-ce qu'elles font? Alors c'est vrai qu'elles vont suivre de près ce qui se passe au niveau de l'inflation. Dans leurs commentaires récents, on les sent très sereines. Et ce qui nous inquiétera effectivement, c'est de suivre si cette sérénité au niveau de la Banque centrale américaine, si elle perdure ou si à un moment donné, elle pense perdre la main sur le contrôle de l'inflation, ce qui l'amènerait effectivement à réagir. Mais dans tous les cas, il faut se préparer à l'idée qu'on va vers une normalisation des politiques monétaires, avec une forte croissance qui est là, qui est assurée, qui est assurée pour les prochaines années, avec quelques pressions inflationnistes qui commencent à apparaître. C'est clair qu'on doit sortir de cette politique d'urgence. Alors, ça va commencer par de moindres injections de liquidités. Les injections de liquidités, elles ont été énormes parmi les 4 plus grandes banques centrales. Ça a occasionné une forte augmentation de leur bilan. On le voit ici sur ce graphique-là. Et donc, c'est probablement là-dessus que les banques centrales vont agir en premier. Réduire les injections de liquidités et dans une deuxième étape, probablement monter les taux d'intérêt. D'ailleurs, la Banque centrale américaine, il y a 2 semaines, a commencé à préparer le terrain pour des hausses de taux qui pourraient intervenir à l'horizon 2023. Ces hausses de taux, cette normalisation de la politique monétaire, pourrait avoir un impact sur les rendements obligataires, et notamment aux États-Unis, qui est le pays qui est confronté effectivement à une augmentation de ce risque inflationniste. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le marché obligataire, quand on regarde le rendement à 10 ans des obligations gouvernementales américaines, il y a quelque chose qui ne colle pas trop avec la situation économique. On a une situation économique qui est assez porteuse, hein. Donc, on parlait de taux de croissance de 6% qui peuvent éventuellement ralentir à 5 ou 4% l'année prochaine. On parle d'une inflation qui a pris l'ascenseur, mais qui devrait se stabiliser éventuellement entre 2 et 3% dans les prochaines années. Et on a des rendements à 10 ans qui sont à 1,5%. C'est clair que ça ne colle pas avec ces données précédentes. Ces données-là, et probablement que les rendements obligataires doivent encore monter, notamment aux États-Unis, plus particulièrement aux États-Unis, qui est confronté effectivement à une augmentation des risques inflationnistes.
Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la recommandation donc, sur les tips, hein, ces fameux emprunts indexés à l'inflation, reste privilégiée, hein, comme tu l'indiques ici, du fait que les taux d'intérêt aujourd'hui ne collent pas avec ce qu'on vient de dire finalement. Exactement. Il va y avoir Donc, un effet de rattrapage selon toi. Ouais. absolument. C'est vrai que des taux disons, à 1,5% par rapport à une inflation qui sera entre 2 et 3%, voire même un peu plus sur le court moyen terme, c'est vrai que ça compense très peu pour ce risque Mhm. inflationniste. Et quasiment un des rares actifs ou un des rares investissements qui compense contre ce risque de dérapage de l'inflation, c'est les fameux TIPS, donc des obligations du gouvernement américain qui sont indexées sur l'inflation, dont les rendements futurs sont Mhm. indexés sur l'inflation américaine. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certaines banques centrales ont déjà commencé à bouger. Donc, il y a deux, trois grandes banques centrales dans le monde, dans les pays développés, notamment le Canada et le Royaume-Uni, qui ont commencé à réduire les injections de liquidités. Notamment, donc, je le mentionnais, la Mhm. Banque d'Angleterre. Ce qui est intéressant, c'est que ça a eu peu d'impact pour l'instant sur la livre sterling, qui dit moins une politique monétaire moins accommodante, qui en principe des taux d'intérêt qui vont monter dans les prochains mois. Et en principe, ça, c'est un soutien assez fort pour une devise. Or, ce que l'on constate, c'est que cette devise est quasiment à son plus bas historique. Et on Ouais. connaît les raisons. Il y a eu notamment tout le long dossier du Brexit. J'ai jamais entendu parler. Voilà, ce dossier du Brexit est refermé. Les fondamentaux économiques du Royaume-Uni sont en train de se redresser. Pour nous, c'est vrai que de rester à des plus bas historiques sur la livre sterling nous fait penser que c'est une des devises les plus sous-évaluées au monde. Et on verra tout à l'heure ce que tu recommandes du coup par rapport à ce contexte sur la livre sterling. Merci beaucoup Daniel. Donc on a vu ce point, on va dire macro. Une fois n'est pas coutume, avant de passer aux différentes classes d'actifs, je vais commencer par une question sur l'immobilier. Les tours ne montent pas jusqu'au ciel. On a eu une belle croissance de l'immobilier ces dernières années. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on est à des niveaux élevés et pourtant ça continue de monter. Alors, rien de balle à pierre, hein, comme on entend souvent. Est-ce que tu peux nous faire un point de situation aujourd'hui sur les actifs immobiliers? Où est-ce qu'on en est? Mm. Est-ce que dans le contexte dans lequel on est, c'est quelque chose qui reste toujours porteur? Alors, c'est vrai que ce graphique montre à quel point, ça c'est une mesure mondiale. C'est vrai que pour nous qui vivons en Suisse, on voit à quel point les prix de l'immobilier résidentiel, en particulier, mais pas seulement, ont beaucoup monté ces dernières années. Et on a l'impression que ça concerne surtout la Suisse, voire le bassin lémanique. Mhm. C'est un phénomène mondial. Les prix de l'immobilier sont en augmentation un peu partout dans le monde. Et on le voit sur cet indicateur qui mesure l'évolution des prix immobiliers à l'échelle mondiale, que Mhm. si on écarte, si on enlève la petite parenthèse de 2008 qui a provoqué effectivement une correction au niveau des prix de l'immobilier, en gros, les prix de l'immobilier montent depuis plus de 30 ans à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que dans certains cas, ils atteignent des niveaux de valorisation particulièrement élevés. Alors c'est clair que le risque là n'est pas immédiat, parce que l'économie se porte bien, elle redémarre assez fort, donc on peut penser qu'effectivement la demande restera assez forte pour l'immobilier résidentiel, notamment dans un contexte de télétravail qui s'installe Ouais. sur la durée et qui amène les ménages à souhaiter avoir une, une situation beaucoup plus confortable, des maisons plus grandes, des appartements plus grands, pour non seulement l'utilisation privée, mais également dans le cadre du télétravail. Donc ça, c'est sans doute des arguments assez favorables pour les prix de l'immobilier. La menace viendra des taux d'intérêt. C'est Mhm. clair que des taux d'intérêt qui ont fortement baissé, qui se sont installés quasiment à des situations de taux extrêmement bas, voire des taux nuls, ça a eu quand même tendance à alimenter cette hausse des prix de l'immobilier. Si le contexte change au niveau des taux d'intérêt, ça potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait amener à quelques corrections au niveau, en tout cas un tassement au niveau des prix immobiliers. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui probablement, de manière inéluctable, commence à arriver, puisqu'on pense que les taux d'intérêt vont devoir remonter progressivement, sans doute, mais on ne peut pas écarter que dans certains pays comme les États-Unis, la hausse soit beaucoup plus rapide que dans d'autres pays. Et encore et toujours être diversifié dans ses investissements dans l'immobilier.
Exactement. Alors c'est vrai qu'on parlait de la tendance au télétravail qui peut s'installer sur la durée. C'est vrai que l'immobilier de bureau, il y a un grand point d'interrogation par rapport à l'immobilier de bureau. C'est celui qui a été quand même passablement affecté Mhm. l'année dernière durant la crise sanitaire. Les fonds spécialisés dans l'immobilier de bureau ont plutôt eu tendance à bien rattraper ces derniers mois avec la réouverture économique. Et c'est vrai que là, il y a un gros point d'interrogation. On sent que cette tendance au télétravail est en train de s'installer. Ça pose beaucoup de questions par rapport à la quantité de bureaux dont on a besoin en Suisse et ailleurs dans le Mhm. monde, notamment dans les grandes villes Bien sûr. spécialisées notamment dans la finance. Donc là, il y a des questions qui restent ouvertes et probablement qu'on serait un peu plus prudent sur l'immobilier commercial et notamment en ce qui concerne l'immobilier de bureau. Tu parlais effectivement de ces grands centres ou villes financières où il y aurait peut-être besoin de moins de bureaux, donc c'est une transition toute trouvée par rapport au marché des actions. Ça fait, je pense qu'on peut compter maintenant en années le moment où on dit que les actions sont à des niveaux élevés. Pourtant, elles continuent, on bat encore des records cette année. Où est-ce qu'on en est au niveau du cycle boursier? Est-ce que le contexte dans lequel on est peut nous amener à dire qu'on se rapproche cette fois, finalement, enfin, du top? Ou au contraire, on a encore une vague sur laquelle on peut surfer un moment? Alors c'est vrai que les, euh, les prix des actions ont passablement monté depuis le creux de mars de l'année dernière. Mhm, Donc les performances sont vraiment extrêmement positives sur les marchés boursiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se poser la question en termes de valorisation. Et ce graphique est intéressant puisque c'est vrai que c'est le ratio le plus communément utilisé par les mhm. analystes financiers. Donc c'est le fameux rapport cours-bénéfice, Price Earnings Ratio, comme disent les anglo-saxons. En gros, qu'est-ce qui mesure? C'est combien d'années de bénéfices on doit payer. Donc, si on achète une société, la Mhm. totalité des actions d'une société, en combien d'années les bénéfices que va produire cette entreprise vont nous permettre de récupérer notre mise de base. Mhm. C'est vrai que l'on constate aujourd'hui que, en gros, il faut aux États-Unis compter sur 22 années de bénéfices pour récupérer la mise de base. C'est relativement élevé, mais ça, c'est toute chose étant égale par ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce que l'on constate, c'est que c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut dire que d'un point de vue historique, on voit donc l'intervalle de l'évolution de ces 25 dernières années, donc c'est Mhm. ce fameux histogramme gris, on voit qu'on est plutôt dans le haut de la fourchette et clairement au-dessus de la moyenne de ces 25 dernières années qui se situe plutôt à 17 fois les bénéfices. Donc le marché américain un peu cher, mais ce n'est pas le cas de tous les marchés. On constate que pour ce qui est de l'Europe, pour ce qui est des marchés émergents, pour ce qui est du Japon surtout, on a des valorisations qui sont beaucoup plus raisonnables et loin des plus hauts historiques. Donc ça, c'est bien entendu quelque chose, on va dire, une petite alerte en ce qui concerne le marché américain qui semble un petit peu cher, surtout en comparaison internationale. Mhm. Là où il faut nuancer un petit peu ces mesures de valorisation, c'est que donc c'est toute chose étant égale par ailleurs. On fait le pari que les bénéfices ne vont pas évoluer sur les prochaines années. Or, ce que l'on constate, c'est que les bénéfices sont plutôt en phase ascendante, voire même avec une croissance assez forte. Donc, sur ce graphique qui mesure l'évolution des bénéfices à l'échelle internationale, donc le graphique du bas montre à quel point la croissance est forte sur les bénéfices des entreprises mondiales. On atteint quasiment des records historiques de Mhm. croissance sur une année, de l'ordre de 25%. On n'avait pas observé ça depuis plus de 20 ans. Et forcément, de tels niveaux de croissance sont alignés, découlent bien entendu du fort rebond économique auquel on assiste à l'heure actuelle. Et de la même manière qu'on doit s'attendre à un moment donné à ce que la croissance économique se tasse, là aussi, il y aura un tassement de la croissance de ces bénéfices dans les prochains mois ou dans les prochains trimestres. Donc, il faut s'attendre à ça. Néanmoins, c'est vrai qu'on s'attend à des hausses solides au niveau des bénéfices des entreprises ces prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, procure du soutien aux valorisations boursières et qui probablement laisse penser que les prix des actions peuvent encore monter sur le court moyen terme. Ce que ça implique du coup pour nos actions domestiques, les actions suisses, les actions européennes, par exemple. On observe la même tendance en Suisse. C'est vrai que les bénéfices, après une année 2020
particulièrement difficile. Mhm. Les bénéfices sont en train de repartir à la hausse de manière assez forte. Ces graphiques montrent donc à gauche c'est les bénéfices à venir, à droite c'est les chiffres d'affaires des entreprises cotées en Suisse. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement pour les 3 prochaines années, on a une forte augmentation des bénéfices à venir qui est soutenue par une forte augmentation également des chiffres d'affaires des entreprises. C'est tout à fait logique. On est en Suisse probablement un des pays le plus tourné sur le monde, Mhm. très tourné sur l'Europe, qui profite d'une réaccélération économique, mais beaucoup tourné sur le monde, des entreprises qui évoluent à l'échelle mondiale et forcément des entreprises qui vont beaucoup profiter de la reprise économique à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est clairement un soutien pour la bourse suisse. Et puis la bourse européenne, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on met en avant depuis quelque temps. On a l'impression que la bourse européenne est très en retard sur les autres bourses, notamment par rapport à la bourse américaine, et notamment en termes de valorisation. C'est des valorisations qui sont très intéressantes. Ça, c'est une mesure de la décote des bourses européennes par rapport au reste du monde, où on voit qu'on atteint quasiment une décote record des bourses européennes. On observe que depuis quelques mois, les bourses européennes sont dans un rythme de rattrapage. Donc elles font mieux que d'autres marchés, notamment Mhm. des marchés japonais et américains. Et donc probablement que cet effet de rattrapage doit se poursuivre dans les prochains mois. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la question importante, c'est sans doute de se demander à quel stade on se situe au niveau du cycle boursier. On l'a mentionné, cette croissance économique est là, le cycle économique va se poursuivre, et qui dit cycle économique qui se poursuit, en principe, dit que le cycle boursier va se poursuivre, puisque le cycle boursier est assez bien aligné avec le cycle économique dans le monde. Ce que l'on peut constater, c'est que dans l'histoire économique, le cycle boursier a tendance à se décomposer en différentes phases. Oui. On a en gros 4 phases différentes, parfois seulement 3, mais souvent on a 4 phases différentes. La première phase, celle que l'on a connue pendant quelques semaines en 2020, durant la crise sanitaire, c'est une phase que l'on appelle de désespoir, qui est Le mot est fort. ouais, exactement, qui découle généralement d'une phase de récession économique. Mhm. Généralement, c'est pas un bon moment pour détenir des actions, parce que les actions baissent, parce qu'elles sont alignées sur un cycle économique qui va plutôt dans le mauvais sens. On le voit ici, la mesure qui est faite ici par la société Goldman Sachs. Je crois qu'il faut s'attacher surtout sur le trait bleu foncé. On constate Mhm. qu'en moyenne, depuis 1973, cette phase de cycle économique et de cycle boursier associé à une récession économique, généralement les baisses sont relativement importantes, de l'ordre de 40%. Après, on entre dans une phase d'espoir, où cette phase d'espoir, bien entendu, les investisseurs commencent à anticiper un retour de la croissance économique mondiale, et c'est probablement la phase que l'on a connue entre fin mars, début avril de l'année dernière, et sans doute il y a quelques semaines. Il nous semble qu'on est rentré dans une autre phase du cycle boursier, qui est une phase que l'on appelle la phase de croissance, qui porte bien son nom parce que c'est le retour de la croissance économique, mais c'est une phase où généralement les performances boursières sont moins élevées, tout Mhm. simplement parce que la croissance est là, commence déjà à anticiper des changements au niveau des politiques monétaires, des banques Oui. centrales qui vont commencer à augmenter leur taux d'intérêt, et donc ça commence à provoquer quelques remous, on va dire, au niveau des marchés boursiers, ce qui explique que la performance durant cette période-là des bourses est généralement inférieure à la phase d'espoir. Et puis, généralement, mais pas toujours, le cycle boursier a tendance à se terminer en apothéose, avec des investisseurs qui tout d'un coup Mhm. redécouvrent une foi importante à l'égard des bourses, et qui Oui. pensent que c'est une hausse qui va se poursuivre pendant très longtemps. Et généralement, ça se termine donc sur une phase d'enthousiasme excessif. Et ça, généralement, c'est aussi accompagné par un dernier mouvement puissant de hausse des bourses qui peut généralement mal finir, puisque généralement
on atteint un niveau d'exubérance et que Mhm. généralement, ça amène à une correction à la fin du cycle boursier, fin du cycle économique et généralement à des déconvenues pour les investisseurs boursiers. On n'y est pas encore. Et la question se pose, est-ce qu'on aura cette phase d'enthousiasme et d'exubérance qui n'est pas présent dans chaque cycle boursier? C'est vrai qu'on a injecté tellement d'argent, on y Oui. faisait allusion, les banques centrales qui ont vraiment fait tourner la planche à billets Mhm. depuis très longtemps, qu'on va dire que les conditions sont assez propices pour finir dans cette apothéose. On n'y est pas encore, comme je le disais, on vient d'après nous de rentrer dans cette phase plus compliquée, euh, qui est associé donc à des performances moindres, mais également une recrudescence de la volatilité où la sélectivité va être extrêmement importante. C'est-à-dire que par rapport aussi à la phase précédente d'espoir où quasiment tout monte, toutes les bourses montent. Généralement, quasiment tous les secteurs de la bourse ont Mhm. tendance à monter. Là, on rentre dans une phase un peu plus difficile pour les investisseurs où il faudra effectivement montrer beaucoup plus de sélectivité parce qu'il n'y a pas tout qui va monter. Il faudra Ouais. faire des bons choix en termes d'allocation géographique, en termes d'allocation sectorielle, mais également un bon choix en termes de valeur. Merci Daniel. Alors on parle effectivement de ces choix, hein. Avant de passer aux différentes questions-réponses, hein, je rappelle, vous avez le petit bouton pour l'interrogation pour poser vos questions. Il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Donc on a un contexte dans lequel on est positif au niveau de la reprise économique, on est encore positif sur les actions, il y a des opportunités, des positionnements particuliers à prendre au niveau des obligations, évoquer également les monnaies, en parlant notamment de la livre anglaise. Quelle allocation de portefeuille est-ce qu'on recommande aujourd'hui? Alors, tout d'abord, pour commencer, c'est vrai qu'on maintient une allocation assez importante aux actions. Je mentionnais effectivement qu'on rentre dans une phase un peu plus difficile. Pour l'instant, on a décidé de se laisser porter par des marchés dont la tendance, la dynamique et l'évolution est assez bonne. Ce n'est pas exclu que d'ici quelques mois, éventuellement, on en vienne à prendre des bénéfices, Mhm. réduire un petit peu la part, l'allocation boursière, mais ce sera plutôt des décisions tactiques pour effectivement éviter d'être pris dans une Ouais. phase de correction. Mais pour l'instant, effectivement, on se laisse porter. On garde une allocation assez importante aux bourses, mais on fait quelques petits changements. Donc, on parlait d'une politique monétaire qui va probablement être normalisée de manière inéluctable. Un des premiers pays qui va commencer à bouger parmi les grandes banques centrales, ce sera les États-Unis. Et Ouais. généralement, quand la politique monétaire américaine devient un peu plus contraignante, un peu plus durcie, généralement, c'est un contexte un peu moins favorable pour les bourses de pays émergents et notamment certains pays émergents qui ont une situation de balance externe un peu plus difficile, on va Mhm. dire, avec des déficits externes qui ont besoin d'attirer des capitaux. C'est le cas notamment de certains pays latino-américains ou certains pays d'Europe de l'Est. Donc, on a décidé de réduire l'allocation de ces pays-là. Par contre, le Japon, on l'a vu, c'est un pays qui a quand même, parmi les pays développés, beaucoup de retard dans la vaccination, mais la vaccination est en train de monter en puissance. Donc, on sait que la vaccination, une montée en puissance de la vaccination se traduit après, avec un décalage de quelques mois, par une forte accélération économique. Ouais. Et on a vu précédemment que le marché boursier japonais est intéressant d'un point de vue valorisation historique. Donc, on renforce le Japon dans nos portefeuilles. Et puis, c'est vrai que sur les autres décisions que l'on a faites, donc dans les autres changements que l'on a fait dans nos grilles d'investissement, on réduit l'immobilier international. Je faisais allusion, l'immobilier, donc les prix ont beaucoup monté. L'immobilier international, euh, euh, qui venait compléter une allocation en immobilier Ouais. suisse que l'on a dans les portefeuilles, Mhm. le plus souvent, la seule manière que l'on a d'investir dans de l'immobilier international, c'est pas tellement dans l'immobilier résidentiel, c'est difficile d'investir dans l'immobilier résidentiel, donc c'est beaucoup dans l'immobilier commercial Ouais. et beaucoup dans l'immobilier de bureau. Par rapport à cette tendance de télétravail qui va s'installer, c'est vrai qu'on préférait réduire cette allocation-là pour pas être, on va dire, pas subir la menace de l'augmentation du télétravail et surtout d'une remontée des taux d'intérêt à l'échelle internationale. Et puis, je mentionnais le fait que la livre sterling est probablement la monnaie, la monnaie de pays développés la plus sous-évaluée au monde. On a décidé de la renforcer dans nos portefeuilles. Ouais. On le fait au travers d'obligations. C'est vrai que les
les rendements obligataires nulle part sont intéressants. Ils sont très bas, y compris au Royaume-Uni, mais au moins au Royaume-Uni, on a des rendements obligataires positifs. Donc ça, c'est bon à prendre. Et donc, on investit sur des obligations de durée intermédiaire, 4-5 ans, pas trop longues pour pas être exposé à une remontée des taux d'intérêt. Ouais. Mais on trouve que c'est une manière intéressante de s'exposer à une remontée attendue, un rattrapage attendu de la livre sterling dans les prochains mois. Et une des premières questions qui nous est déjà posée, hein, c'est en termes d'allocation de portefeuille, en termes d'allocation thématique. Est-ce que tu peux également nous dire, dans ce contexte-là, au-delà de la grille d'investissement, quels sont les thèmes que tu recommandes, que l'on recommande actuellement dans le contexte dans lequel on est? Alors c'est vrai qu'on croit beaucoup à la gestion thématique, et notamment sur des thématiques qu'on essaie d'identifier sur le long terme. On a parlé dans des webinaires précédents. Et c'est vrai que, comme il faut être sélectif, on a regardé dans nos thématiques sur lesquelles sont probablement les mieux positionnés pour, on va dire, bien évoluer dans cette nouvelle phase du cycle boursier que l'on anticipe. Et c'est vrai que, donc, par marché, on peut s'attacher à commenter un certain nombre de thématiques. Donc, aux États-Unis, c'est une thématique que l'on a développée depuis quelques années, qui, d'après nous, a encore de beaux jours devant elle, à savoir parier sur l'essor de la consommation des nouvelles générations. Donc, on parle des millennials, mais la génération des millennials, c'est celle qui suit. C'est vrai que c'est des habitudes de consommation qui évoluent, qui sont très différentes des générations précédentes, et notamment quand on parle des baby boomers. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus orienté sur la technologie, la consommation en ligne, et ça, c'est une thématique qui, d'après nous, fait encore beaucoup de sens dans cette nouvelle phase du cycle qui a débuté. En Europe, c'est la thématique des smart cities, donc les villes intelligentes avec les défis qui se présentent pour avoir des villes beaucoup mieux connectées, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus durables, beaucoup moins énergivores. Donc ça, c'est aussi une thématique qui nous intéresse beaucoup en Europe et qui devrait, d'après nous, bien faire dans cette nouvelle phase du cycle. En Asie, c'est la thématique de l'essor de la classe moyenne asiatique, qui n'existait quasiment pas il y a de ça quelques années et qui augmente très fortement. Et donc, avec des habitudes de consommation qui là aussi changent, donc beaucoup plus de services, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de tourisme. Et là aussi, c'est une tendance lourde qui probablement se dessine pour les prochaines années et qui, d'après nous, est bien positionnée pour le court et le moyen terme. En Suisse, c'est la thématique de l'investissement durable, responsable, qui concerne particulièrement la Suisse, qui concerne le monde entier, mais on voit à quel point en Suisse, notamment avec la loi Minder qui a été votée il y a de cela quelques années, où aux assemblées générales, on doit accepter les rémunérations des dirigeants des entreprises, on voit que la tendance est lourde ici et que les sociétés qui ne sont pas suffisamment responsables, qui ne sont pas totalement éthiques, on va dire, sont pénalisées par la bourse. Donc là, c'est la thématique que l'on met en avant. Et au Japon, donc on a un fonds qui investit dans ces thématiques, dans la thématique japonaise, donc qui, d'après nous, est également bien positionné pour cette phase du cycle qui se décide. Merci beaucoup, Daniel. Donc, au niveau effectivement de ces possibilités d'investissement et ces recommandations, donc on a également nos différents autres thèmes d'investissement, alors qui sont là, mais qu'on ne va pas commenter maintenant. On a également, par rapport à, comme on disait, comment investir dans les différentes zones de marché. Il y a également notre sélection de titres directs, notamment, et nos d'autres solutions de gestion active, mais on n'allait pas tout commenter ce matin, ce midi. On peut passer aux questions-réponses. Alors, j'avoue que c'est peut-être l'effet des vacances qui ont commencé. On a beaucoup moins de questions que d'habitude, donc je vous rappelle le petit bouton point d'interrogation et puis vous pouvez poser vos questions directement par le chat. Donc on va faire le tour maintenant des premières questions. Il y a une des premières questions qui est sur le pétrole. C'est pas un sujet qu'on a évoqué. On a rapidement parlé. Tu as rapidement évoqué les matières premières. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui par rapport au prix du pétrole notamment et l'impact qu'il aura ou pas sur ces scénarios de reprise et d'inflation? Alors c'est vrai que la question du pétrole est assez centrale parce que même si on
on évolue en direction d'une économie qui sera beaucoup moins énergivore et c'est souhaitable, qui produira beaucoup moins de carbone. Aujourd'hui, le pétrole reste quand même une énergie incontournable. On a besoin encore du pétrole pour faire tourner l'économie mondiale. Et donc, c'est clair que le prix et le cours du pétrole est assez déterminant par rapport à l'évolution de l'économie mondiale. Ce que l'on observe par contre, c'est qu'on a quelque part un marché de l'énergie qui a tendance à anticiper les évolutions futures, et notamment en termes de durabilité et d'énergie propre. Ce que l'on note, c'est que les investissements dans l'infrastructure de production de pétrole sont en train de reculer de manière assez nette, notamment dans les pays qui sont les plus enclins à mettre en avant une énergie propre pour le futur et cette transition énergétique qui est inéluctable et qui est nécessaire. Donc on constate également qu'au niveau des bourses, des investisseurs, la sensibilité augmente sur cette thématique de la transition énergétique et d'une énergie qui probablement, d'après les investisseurs, est condamnée. Ces moindres investissements dans la capacité du monde à produire du pétrole, c'est quelque chose qui aura probablement tendance à alimenter une hausse des cours du pétrole. Donc c'est quelque chose qui est probablement une retombée inattendue, mais qui semble être là aussi une tendance assez lourde. Donc c'est vrai que le prix du pétrole a fortement augmenté depuis la crise sanitaire l'année dernière et probablement aura tendance à continuer de monter si on ne fait pas plus d'investissements dans l'outil de production de pétrole. On le voit, ces dernières années, ça a beaucoup été porté par le pétrole de schiste aux États-Unis, qui n'est pas forcément le plus écologique, bien au contraire. Et c'est clair que si la sensibilité change par rapport à ce pétrole de schiste, potentiellement, c'est vrai qu'il y a une capacité de production marginale qui peut disparaître sur le pétrole produit aux États-Unis. Et donc, ça peut avoir effectivement des conséquences assez importantes en ce qui concerne la hausse des cours de l'énergie qui semble devoir se poursuivre. D'accord. Merci beaucoup. En restant dans le thème des matières premières, alors notamment, est-ce que tu peux nous faire un mot sur les matières premières au sens plus large? Alors, je vais couper en deux, on va dire les métaux industriels et puis les métaux précieux, donc notamment l'or. Et puis enfin, je vais couper en trois, et enfin ce qu'on appelle les soft commodities. Donc, je propose la question dans l'ordre. Métaux industriels, soft commodities et or. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On recommande toujours de l'or dans les portefeuilles. On a une partie de matières premières. Est-ce que tu peux un petit peu développer? Alors, c'est vrai que les soft commodities, on l'a vu précédemment, soft commodities, en gros, c'est beaucoup les denrées alimentaires. On a vu à quel point il y a eu là aussi une envolée des cours. C'est pas forcément un domaine dans lequel on a l'habitude d'investir. En tout cas pas sur les matériaux bruts, sur la matière première elle-même. Lorsqu'on le fait, on va le faire plutôt au travers d'entreprises qui soit profitent, soit qui ont des solutions pour faire face à cette inflation des denrées alimentaires. Aujourd'hui, donc, c'est pas forcément un domaine que l'on met en avant, d'autant que les prix ont déjà bien monté. C'est vrai qu'on a dans nos grilles d'investissement, dans nos portefeuilles, une part allouée aux matières premières. Pendant très longtemps, et je vais dire jusqu'à la crise sanitaire l'année dernière, c'était plutôt une part qui était allouée à l'investissement en métaux précieux, plus spécialement, plus particulièrement de l'or, puisqu'on estimait effectivement que l'or, avec les planches à billets qui tournaient à l'échelle mondiale, avec également les secousses que l'on avait connues en 2008, où il y avait pas mal de questions sur la solidité du système financier, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on en avait mis dans les portefeuilles. Et c'était pour nous également une bonne assurance de portefeuille, quelque chose qui pouvait dégager des performances positives en cas de choc sur les marchés boursiers. Depuis la fin de la crise sanitaire l'année dernière, cette allocation elle a un peu évolué. On a toujours un tout petit peu d'or,
en gros, sur les 5%, aujourd'hui on a 2% d'or, Ouais. mais on a mis l'accent plutôt sur les métaux industriels, où effectivement, on estimait qu'avec le retour de la croissance économique, eh bien, les métaux industriels étaient destinés effectivement à bien se comporter. Et c'est toujours notre préférence à l'heure actuelle. Donc, D'accord. les métaux industriels, on peut parler du cuivre, on peut parler de l'aluminium, Mhm. de l'étain, tout ce genre de métaux qui sont très sensibles, dont le prix est très sensible à l'évolution du cycle économique Ouais. et qui ont déjà bien progressé, mais dont la hausse est sans doute pas terminée. Donc, matière première, vraiment, métaux industriels Industriel et or. et or. D'accord. Ça, c'est la recommandation aujourd'hui. Alors, je vous invite à poser des questions et j'en suis ravi parce qu'il y en a énormément qui sont arrivés. On va en couvrir le plus possible dans le temps qui nous reste. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Je te pose les deux, comme ça, par rapport au temps qui est imparti, deux questions que je trouve très intéressantes. La première, alors, est-ce que c'était implicite ou non dans la présentation, hein, c'est toujours la différence entre value et growth. Hein. Est-ce qu'on recommande plutôt value ou plutôt growth? Mais après t'avoir écouté, j'aurais presque tendance à dire un peu moitié-moitié. C'est un peu la réponse facile. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes de ce point de vue-là? Et puis enfin, le deuxième, qui est une question sur laquelle on pourrait parler des heures, hein, c'est suite à ce qu'on a vécu, qui était une crise cette fois sanitaire d'abord, qui a créé une crise financière ensuite, par rapport à 2008, qui était que financière, entre guillemets. Est-ce que dans les valorisations des sociétés, dans l'analyse des recommandations, les critères ESG ont pris de l'importance depuis un an et demi, ou est-ce que c'est un trend qu'on avait déjà vu avant qui n'a pas été influencé? Donc, si je pose la question peut-être un peu différemment, quel va être l'impact dans le futur de ces critères ESG? Donc, value et growth, quid au niveau des recommandations, et quels vont être les impacts des critères ESG dans les actions? Alors, Et tu as 8 minutes. les deux questions sont forcément très, très intéressantes et très pertinentes. Si on commence par value, donc les titres de substance en français et les titres de croissance, c'est vrai que on sort quasiment d'une décennie où les titres de croissance ont surperformé. Ces types de croissance, je pense que c'est difficile de les condamner. Si on croit effectivement au changement des habitudes de consommation, notamment des nouvelles générations, on voit que la technologie est omniprésente dans notre quotidien et probablement que c'est quelque chose qui va continuer. Donc, c'est difficile aujourd'hui de condamner et de faire une recommandation de sortir de ces types de croissance qui probablement sont destinés encore à bien performer à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on doit se poser la question par rapport au rattrapage des titres de substance, parce qu'ils ont très mal fait depuis 10 ans, en tout cas ils ont sous-performé, et c'est vrai que c'est des titres extrêmement bon marché aujourd'hui. Il y a eu un début d'inversion de tendance depuis le début de l'année, et probablement que ce début d'inversion de tendance doit se prolonger, en tout cas sur certains de ces titres de substance. Dans les titres de substance, on peut catégoriser également, par exemple, les titres bancaires qui ont une tendance à surperformer depuis quelques mois. Puis là, c'est un peu moins clair depuis quelques temps parce qu'on sait que ces titres de substance, notamment quand on parle de titres financiers, ils ont besoin que les taux d'intérêt remontent. Or, les taux d'intérêt, notamment sur le marché obligataire, les rendements obligataires, eh bien, après un sursaut initial en début d'année, ils font plus grand-chose depuis quelques semaines. Ce qui nous étonne, c'est peut-être lié au fait que les achats des banques centrales sont encore extrêmement abondants sur le marché obligataire et probablement que cette hausse des rendements obligataires, qui est attendue, qui est inéluctable d'après moi, elle va se mettre graduellement en place dans les prochains mois, ce qui redonnerait, on va dire, un second souffle à ces titres de substance. Mais comme tu l'as dit, effectivement, on n'ira pas totalement sur un style ou l'autre. Je pense qu'il faut effectivement avoir un portefeuille qui reflète assez bien les deux styles. Pour ce qui est des tendances ESG, effectivement, là aussi, c'est une tendance assez lourde. J'y faisais allusion. Alors, c'est quelque chose qui est présent chez nous, que l'on a mis en place. Alors, c'est vrai que c'est assez logique, on va dire, c'est assez aisé à comprendre que aujourd'hui,
on se doit d'être ESG au niveau des investissements. Oui. Alors, bien entendu, par conviction, par rapport au monde que l'on veut laisser aux générations futures, bien entendu, mais également d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Ça a rarement fait autant de sens, puisque de nos jours, c'est vrai que ces contraintes, cette thématique, cette sensibilité a tendance à se répandre, que ce soit au niveau des investisseurs institutionnels, les caisses de pension, les assurances, où ça devient quasiment une obligation légale, mais également de plus en plus au niveau des particuliers. Oui. Forcément, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi selon ces nouvelles normes, selon ces nouvelles contraintes, et on va dire de moins en moins d'argent qui cherche à s'investir, donc des investissements, on va dire, moins durables. Ouais. Ce qui veut dire que les entreprises qui ne respectent pas ces contraintes d'investissement durable auront tendance à être pénalisées en bourse, mais également pénalisées par leur coût de financement. Ça coûtera beaucoup plus cher aux entreprises de se financer si elles ne respectent pas, si elles investissent dans le charbon, par exemple, ou si elles ne respectent pas certaines contraintes ESG qui commencent à devenir la norme. Merci beaucoup, Daniel. Alors, au niveau des différentes questions qu'on a encore ici, hein, alors je vais rapidement en faire le tour. Alors, il y a une question effectivement à laquelle on s'attendait, hein, qui est une question qui revient régulièrement, mais ce coup-ci, elle est posée différemment. C'est la question par rapport à la blockchain. Alors, il n'y a pas de question sur les crypto-monnaies elles-mêmes, bien évidemment que c'est lié. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot justement sur la blockchain en tant que thème d'investissement, donc la blockchain elle-même, hein, la technologie sous-jacente. Et puis du coup, bah, forcément, hein, c'est la question qui va arriver derrière. Si tu peux nous faire un petit mot sur les crypto-monnaies également, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que la question sur les crypto-monnaies intervient à chaque webinaire et probablement à chaque rendez-vous que l'on a avec des clients. C'est l'actualité. C'est d'actualité. Et je vais dire que ma réponse est tout aussi empruntée à chaque fois, à savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour les spécialistes des crypto-monnaies, la valorisation de ces monnaies est difficile à établir, on va dire. Quelle est la juste valeur aujourd'hui du Bitcoin ou de l'Ethereum? C'est difficile à établir tout simplement parce que c'est des monnaies qui n'ont pas de rendement. Donc, c'est un peu comme l'or. C'est un actif qui n'a pas de rendement. Savoir quel est l'objectif à terme d'un cryptoactif ou d'un métaux précieux, c'est pas facile à établir. L'or a pour lui une longue histoire économique. Le Bitcoin, l'Ethereum, c'est beaucoup plus récent et donc d'où les réponses assez empruntées des économistes qui trouvent difficile effectivement de valoriser ça. Ce que l'on constate également, c'est que pour l'instant, c'est plus un cryptoactif qu'une crypto-monnaie parce que c'est pas forcément quelque chose qui peut être utilisé de manière répandue comme moyen de paiement. Il y a quelques paiements, mais ça reste minoritaire. Aujourd'hui, le plus souvent, c'est pas payer des achats avec des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est très difficile, très compliqué à faire. Donc, on en revient au fait que, selon nous, ces crypto-monnaies ou ces crypto-actifs, ça reste quelque chose qui est purement un investissement, purement spéculatif. Et j'insiste sur le mot spéculatif parce qu'on voit à quel point c'est un actif qui est ultra volatile. Et c'est vrai que nous, on a pris le parti jusqu'à présent de ne pas l'introduire, de ne pas l'intégrer dans, on va dire, dans une gestion de fortune traditionnelle, compte tenu effectivement de cette volatilité extrêmement importante qui est amenée par ces crypto-monnaies. On peut comprendre que certains veuillent investir là-dedans, mais c'est une activité extrêmement spéculative. C'est vrai. Pas dans le cadre d'un portefeuille diversifié, géré activement, comme on disait. Dans un portefeuille diversifié, géré activement, c'est vrai que c'est quelque chose, à moins d'en mettre une proportion extrêmement faible. C'est vrai que si on en met une proportion importante, la volatilité est tellement importante que clairement, on rentre dans une gestion de portefeuille beaucoup plus spéculative, beaucoup plus dynamique. Et pour l'instant, c'est quelque chose que l'on n'a pas fait. Et sur la technologie blockchain? Sur la technologie blockchain, ça, on y croit beaucoup. C'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui est en train de se répandre. Autant les
il y a pas mal de contraintes réglementaires sur les cryptoactifs ou crypto-monnaies. On voit qu'un certain nombre de pays sont en train de passer des lois, des contraintes réglementaires pour éviter que ce soit quelque chose qui se répande. On pense notamment à la Chine, mais c'est vrai que la technologie sous-jacente, la blockchain, c'est quelque chose qui est en train de se répandre. Les grands acteurs de la finance, les grands acteurs de la technologie vont assez rapidement sur la blockchain. C'est quelque chose qui commence à être intégré. On voit également des applications dans d'autres domaines, du transport maritime, du contrôle, des validations des contrats, etc. Donc c'est quelque chose qui probablement, c'est une technologie qui a beaucoup d'avenir. Et probablement, aujourd'hui, on miserait beaucoup plus effectivement sur cette technologie que sur l'évolution durable d'une crypto-monnaie plutôt qu'une autre. Donc la technologie sous-jacente plutôt qu'aujourd'hui le crypto-actif, c'est ça, qui est difficile à valoriser. Merci beaucoup Daniel, il est 12h31, malheureusement c'est toujours extrêmement intéressant, il y a encore plusieurs questions auxquelles malheureusement on n'aura pas le temps de répondre aujourd'hui. Peut-être un mot en conclusion finalement, donc par rapport aujourd'hui aux recommandations de portefeuille, on reste positif sur les marchés actions, on recommande toujours d'avoir d'immobilier suisse au sein des portefeuilles et d'avoir aussi un niveau de diversification important au niveau des obligations et notamment avec une augmentation aujourd'hui d'un point de vue monétaire sur la livre anglaise. Est-ce que j'ai résumé juste? C'est bien résumé. Merci Ali. Merci Daniel. Mesdames, Messieurs, chers clients, merci beaucoup de votre participation. Et puis, au plaisir de vous retrouver prochainement pour le prochain webinaire sur notre stratégie qui aura lieu au mois de septembre. Daniel, merci beaucoup. Merci et bon appétit, Ali. bonne journée merci à vous tous. Bon appétit. Bon été à tous. Bon été à tous, merci.